Madame, Monsieur, merci d'être sur Télé Africa dans le cadre de ce rendez-vous de la mi-journée. Le métronome, nous allons faire le point sur l'actualité en rapport avec le management de l'Agence gabonaise de la sécurité alimentaire. Mais avant, en introduction, évoquer évidemment la présence sur le terrain ce 16 juin 2025 du président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, dans le 3e arrondissement de la commune de Libreville, où il a notamment procédé à l'inauguration de la station de pompage d'eau. Il s'agit donc d'un investissement important, une infrastructure qui va donc devoir doper la desserte en eau potable dans les ménages dans la capitale gabonaise Libreville. Le chef de l'État gabonais qui a également échangé en soirée avec un collectif de déguerpis de la vallée Sainte-Marie. L'État qui s'engage donc à accompagner dignement ces Gabonais qui ont été déguerpis dans cette partie de la capitale gabonaise en vue de la construction de 3 grands projets, notamment l'aménagement du boulevard de la Transition, d'une cité administrative et d'un bassin versant. On va revenir dans le détail de cette actualité dans notre émission du jour 21h, le grand rendez-vous ce soir à 21h sur Télé Africa. J'ai le plaisir de recevoir dans ce numéro de l'émission le maître d'homme ce jour, Sirlin Kumba Mba Essiane. Il est président du syndicat national des personnels de l'agriculture. Monsieur Kumba Mba Essiane, bonsoir. Bonsoir, Ange. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour que nous puissions mettre le marqueur sur ce qui fait l'actualité au niveau du ministère de l'Agriculture, plus spécifiquement au sein de l'une de ces agences, parce que placée sous la tutelle du ministère de l'Agriculture, je veux parler de l'Agence gabonaise pour la sécurité alimentaire, l'AGASA. Évidemment, vous le savez que depuis le mois de mai dernier, la Gaza a été donc au cœur de l'actualité à travers ses missions d'inspection et ses fermetures d'unités de production d'eau jugées impropres à la consommation. Décision prise par le directeur général adjoint Oscar Sadibi Mapangou. S'en est suivi cette montée au créneau du directeur général Jean Delors Biyoge Bintougou, qui dénonçait donc à travers cette mission d'inspection le non-respect des procédures internes à la Gaza et un nouveau fait justement dans le type de rapport qu'entretient désormais le directeur général de la Gaza et son adjoint à ce courrier. Donc cette note signée du directeur général de la Gaza, Jean Delors Biyoge Bintougou, qui assure donc son intérim, qui délègue donc ses compétences au directeur de la qualité en lieu et place de ses plus proches collaborateurs, notamment le directeur général, écarté donc cette fois pour assurer l'intérim du directeur général. On s'interroge donc sur la nature des rapports aujourd'hui qui existent au sein de cette agence publique entre le directeur général et son adjoint au regard de la passe d'armes observée au début du mois de mai dernier, relatif donc à cette mission d'inspection organisée dans le Grand Libreville par Oscar Sadibi Mapangou, le directeur général adjoint de la Gaza, une mission d'inspection qui n'avait pas retenu l'assentiment du directeur général qui, comme je l'ai dit, dénonçait donc le non-respect des procédures en interne. Jean Delors Biyoge, pour justifier justement cette prise de position, s'appuyait sur un cadre législatif, notamment en ce qui concerne les textes législatifs et réglementaires, règlement CEMAC numéro 09-17-UEAC, loi numéro 15/65, ordonnance numéro 50/78, ainsi que le système de management intégré de la Gaza et son processus de certification ISO. Est-ce que Sirlin Kumba Mba Essiane, vous pensez que cette note d'intérim signée du directeur général de la Gaza désignant le directeur de la qualité pour assurer son intérim, alors que lors de sa précédente mission hors du Gabon, il désignait son directeur général adjoint avant la brouille pour assurer son intérim, est-ce que vous pensez que cette fois-ci, c'est peut-être consécutif justement à cette brouille aujourd'hui consommée finalement entre Jean Delors Biyoge Bintougou et Oscar Sadibi Mapangou?
Merci Ange de m'avoir invité à ce plateau pour répondre aux questions que vous avez bien voulu me poser. J'ai su gêné parce que j'ai du mal à réagir sur ce genre de situation. Parce qu'il s'agit là d'un aîné, déjà plus âgé que moi, et d'un responsable administratif du ministère dont je suis agent. Mais je n'ai pas le choix. Donc, au-delà de ces considérations, je suis quand même aussi un responsable syndical, d'où mon avis peut avoir une importance. Je pense que M. Delors confond l'administration et les rapports politiques avec certaines autorités. Je l'ai déjà dit quelque part dans une chaîne de télévision que est-ce que c'est de la schizophrénie? Je ne sais pas trop, je ne voudrais pas considérer cela comme une schizophrénie, mais est-ce que c'est un excès de zèle? Est-ce que c'est de la maladresse? Est-ce que c'est... Je n'ai pas de qualificatif, parce que ça n'a jamais existé dans l'histoire de notre pays. Monsieur Delors, il fait partie de ceux qui pensent que pour avoir soutenu le président à une élection politique, sont libres de tout acte. Mais ça, il ne l'a jamais, jamais dit de façon... Non, j'ai dit, je pense... C'est une interprétation. Oui, c'est une interprétation personnelle. Oui. Je pense qu'il fait partie de cela. Parce qu'arriver à ce niveau d'acte m'amène à penser à un homme qui pense qu'il est libre de tout mouvement, de tout acte, même quand ça peut marcher sur la loi, il peut le faire. Je vous réponds que non. Ce n'est pas possible qu'un directeur général, en son absence, donne l'intérim à un collaborateur qui soit chef de service. Et je vous dis qu'elle n'est pas directrice, vous avez parlé de directrice, elle n'est pas directrice. Ouais. C'est un chef de service nommé en interne par le directeur général. Donc c'est un chef de service officieux et non officiel. Ce chef de service assurera l'intérim du directeur général de la Gaza du lundi 16 au mardi 24 juin 2025. Elle aura sous son autorité le directeur général adjoint, à qui elle donnera des instructions, puisqu'elle est intérimaire. Elle aura sous son autorité ses directeurs, donc ceux des inspections, phytosanitaires et autres, à qui elle donnera des instructions. Elle aura sous son autorité les conseillers et les chargés d'études. Alors que, sur le plan administratif, elle est en dessous de toutes ces personnalités que je viens de citer. Alors, la note a été signée le 13 juin dernier. On peut revenir sur justement cette note à l'antenne. Elle dit ceci: durant mon absence, du lundi 16 au mardi 24 juin 2025 inclus, mon intérim sera assuré par Madame Luce Clara Ebimi Otsobi, épouse Mbadinga, déléguée qualité de la Gaza. Alors, elle est déléguée qualité de la Gaza. Donc, sur le plan administratif, on sait évidemment que la Gaza est une agence publique, on l'a dit, c'est une agence placée sous la tutelle du ministère de l'Agriculture. Est-ce que vous pensez que le fait que cette agence soit jouisse d'une autonomie de gestion, et notamment sur le plan financier, donne la latitude au directeur général d'échapper justement aux dispositions réglementaires en ce qui concerne le Code du travail? Pas du tout. Pas le Code du travail, le statut général de la fonction publique de la loi 1-2005. Oui. Pas du tout. Le membre du gouvernement, dans ce cas de figure, est l'autorité, est la première autorité du ministère. Et sous son autorité, il y a des directions générales d'administration centrale et des directions générales sous tutelle, parmi lesquelles la Gaza, on a la DAG, qui est aussi une agence. Mais c'est certains membres du gouvernement qui permettent ça. Un directeur général de la Gaza ou de la DAG ne peut pas se permettre de prendre des décisions, ou bien s'exclure de l'autorité de sa tutelle, sous prétexte qu'il a été nommé par le président de la République, il ne rend compte qu'au président de la République. Non, mais ce n'est pas possible. C'est un établissement public. J'insiste à dire qu'on confond les établissements para-étatiques et aux établissements publics. Mais la Gaza fait partie des agences publiques, je dis bien publiques. Et elle est sous l'autorité technique du ministère de l'Agriculture, pas du ministre, du ministère de l'Agriculture. Mais ça dépend aussi de certains membres du gouvernement. Moi, j'ai vu, dans un passé très récent,
un ministre qui avait suspendu de ses fonctions un directeur général, directeur de cabinet et un directeur général d'agence. Parce qu'on pense que tout se résume au chef de l'État. Non, on a peur de faire certaines choses parce qu'on se dit c'est l'ami du président, il a soutenu le président, si on fait, est-ce que le président ne va pas réagir? Mais non, c'est une mauvaise façon de penser. Peut-être même que le président attend que chacun prenne ses responsabilités à un certain niveau. Ça, cette note de service signée du directeur général de la Gaza devrait faire l'objet automatiquement d'une suspension de fonction. Alors, on est dans une nouvelle ère, c'est ce qui est évidemment clamé par les nouvelles autorités. Le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a été élu le 12 avril dernier avec un suffrage très prononcé, 94,85%, donc un véritable raz-de-marée, un plébiscite. Aujourd'hui, il veut incarner une nouvelle espérance, une autre façon de gouverner, une nouvelle gouvernance donc à la tête du Gabon. On sait que dans les années antérieures, ce type de situation a souvent défrayé la chronique. Il y a des premiers ministres qui se sont souvent plaints les années antérieures des attitudes, des comportements des directeurs généraux de l'administration publique qui, du fait de leur comportement, pensaient être plus puissants même que des chefs du gouvernement. Alors, on parle donc de ce nouveau Gabon, de cette nouvelle République. Est-ce que ce genre de pratiques, ces mêmes schémas qui sont reproduits, ne font pas craindre le pire? Mais le pire est déjà acté, le pire est arrivé, le pire est acté, Ange. Lorsque un directeur général fait assurer son intérim par un agent. Elle est agent, cette dame-là. Elle n'est pas chef de service, elle n'est pas directeur. Elle est déléguée qualité. Et un délégué qualité au sein de la Gaza est nommé en interne. Donc c'est un chef de service officieux. Donc elle est agent en réalité. C'est cet agent-là qui va instruire le directeur général adjoint, qui va instruire les directeurs de la Gaza, qui va instruire les conseillers, les chargés d'études et toutes les personnalités nommées en conseil des ministres. De quel pire parlez-vous? Voilà le pire. Est-ce que cela a un sens? La déontologie administrative ne le permet pas. Mais lorsqu'un homme décide, s'engage à sortir des actes administratifs de ce genre, je vois ça circuler dans les réseaux sociaux partout là, cela sous-entend qu'il défie l'autorité de l'État. Parce qu'il est nommé en conseil des ministres. Et je vous dis, ne peut assurer l'intérim d'un directeur général qu'un autre agent de l'État nommé dans la même forme, ou sinon dans les mêmes conditions. Alors, donc, si ce n'est pas lui, s'il est absent et que quelqu'un doit assurer son intérim, c'est son directeur général adjoint. Et si son directeur général adjoint est empêché, c'est un autre directeur général de l'administration dont il fait partie, donc du ministère. Ça peut être le directeur de l'agriculture, le directeur général de l'élevage, parce qu'ils sont nommés dans les mêmes conditions, les mêmes formes. Mais on ne peut pas prendre un agent, même un directeur ne peut pas assurer l'intérim d'un directeur général, c'est pas possible. Alors, on a dit, en faisant la genèse justement de cette situation, que tout est parti de cette mission d'inspection menée sur le terrain au mois de mai dernier par le directeur général adjoint Oscar Sadibi Mapangou, qui assurait un intérim, la note signée des gens de l'Or Biyoge Bintougou. Le directeur général adjoint a donc mené cette opération sur le terrain, procédé à la fermeture d'une unité de production, de 2 unités de production d'eau impropre à la consommation. Donc on a dit, pour le directeur général adjoint qui a réagi à travers un communiqué le 27 mai dernier, le directeur général adjoint n'aurait pas respecté les procédures en interne, selon Jean Delors Biyoge Bintougou. Quasi bientôt un mois après cette crise qui a éclaté, on fait l'amer constat finalement que l'heure n'est pas à l'apaisement, à la réconciliation, que cette attitude est une forme de politique de terre brûlée choisie par le directeur général plutôt que d'apporter la calmie à la tête de la Gaza. Le problème, c'est que j'avais, parce que c'était dans une autre chaîne, donc je me permets de réitérer, puisqu'il ne s'agissait pas de Télé Africa. Le directeur général de la Gaza aujourd'hui manifeste un comportement revanchard et jaloux à l'endroit de son directeur général Savimbi Mapangou. Parce que le directeur général, quand il a agi, il était intérimaire. Et même s'il n'était pas intérimaire, mais il jouit de certains pouvoirs que lui a délégué son directeur général.
notamment sur les aspects techniques et financiers. Bon, parlons tout simplement de l'intérim. Il a agi, il a accompagné une mission. Vous comprenez? Il n'est pas allé exécuter une mission. Il a accompagné une mission des OPJ, chez cet opérateur économique qui excelle dans l'activité d'eau. Et la réglementation CEMAC dont il parle ne fait pas allusion à la filière eau. C'est pourquoi je pose la question, est-ce qu'il comprend ce qu'il lit lui-même? Je pense qu'il ne comprend pas. Ça n'a rien à voir avec la filière eau. Moi, je pense que le militaire était dans ses droits. J'ai entendu parler de vice de procédure, il n'a pas respecté la procédure, mais il a bien respecté la procédure. Il n'est en aucun cas reprochable de l'acte qu'il a eu à poser. Bior Bintou, qui est là, est-ce qu'il n'a jamais lui-même, directeur général, accompagné une mission? Est-ce que vous n'avez pas vu des ministres membres du gouvernement accompagner des missions, d'inspection, des chantiers? Ça c'est fait. Ce n'est pas lui qui a signé les procès-verbaux. Curieusement, pour revenir à votre question... Peut-être s'est-il étonné du fait que le directeur général adjoint soit, selon lui, allé vite en besogne en procédant à la fermeture de cette unité de fabrication et de commercialisation d'eau. Votre question a son sens, mais je peux comprendre votre question parce que vous êtes journaliste. Vous n'êtes pas technicien comme nous, vous ne comprenez pas le danger que... Éclairez la lanterne, vous, en tant que technicien. Voilà, je vous dis, la santé publique est menacée. Je vous dis, à tous les niveaux. L'Agence gabonaise de sécurité alimentaire, ce n'est pas moi qui l'ai dit, nous l'avions dit avant, ça a été pris c'est un revers de la main, soit disant, bon, c'est des syndicalistes, il y a des mains noires, c'est toujours la réponse, hein, c'est l'argument qu'on a toujours donné aux syndicalistes quand ils agissent. Quand ils parlent de quelque chose de réel, on pense que derrière ça, il y a des instigations. Vous êtes des agitateurs. Voilà. Lui-même, il est venu dire devant les médias, donc devant des chaînes nationales et internationales, que sur 195 agents à la Gaza, il n'y a que 60 agents qui juste du profil adapté à ces missions-là. 60 agents qui sont habilités à contrôler. Mais c'est justement le problème, je pose la question aux syndicalistes, c'est-à-dire que c'est le problème qui s'est souvent posé au Gabon avec la création des agences publiques ou même des administrations publiques. Le cas s'est posé au niveau de la mairie de Libreville, notamment, ou au sein des autres agences publiques, où il y a une forme de management axé sur le pan politique qui fait que ces agences-là recrutent à tout va des gens qui sont recommandés parce qu'ils viennent des acteurs politiques, ils viennent avec un nom. Ils n'ont pas le profil adapté, mais ils viennent grossir les effectifs de ces différentes structures publiques parce qu'ils ont été recommandés par des acteurs politiques. Exactement. Au détriment de la santé publique, hein. Advienne que pourra. Que les Gabonais ne meurent ou pas, moi je recrute dans ma famille, dans mon village, pourvu que cela ait un emploi. Qu'il y ait 200 ou 300 Gabonais qui meurent parce qu'ils ont dû consommer des produits impropres, tant mieux, mais moi, le plus important, c'est que mes parents travaillent. C'est cette logique-là que c'était... Finalement, vous, en tant que syndicaliste, en tant que président du syndicat national des personnels de l'agriculture, le CMPA, on a fermé une unité de production après l'inspection du directeur général adjoint dans le Grand Libreville. D'autres unités ont été fermées, notamment dans la ville de Chibanga. Quelques jours plus tard, je pense le 26 mai dernier, fermeture de l'unité de production qui fabriquait également de l'eau, qui conservait cette eau dans un environnement impropre, où il y avait de l'humidité. Le responsable ou le délégué de la Gaza de la province de la Nyanga a dû prélever des échantillons, les envoyer à Libreville. Après analyse, il s'est avéré que cette eau contenait un taux élevé de microbes, était donc impropre à la consommation, d'où la fermeture également de ces unités-là. Entre le respect des procédures souhaitées par le directeur général et la multiplication de ce genre de cas, de ces unités de fabrication d'eau et de commercialisation de ces eaux qui sont impropres à la consommation et qui continuent d'ailleurs d'être vendues, que faire ? Mais que faire comment? Voilà, ce qu'il faut faire, c'est comme le militaire a agi avec ses OPJ. Donc les agents de la Gaza qui l'a accompagné dans cette mission-là. C'est ce que tout le monde, normalement à la Gaza, ce sont les missions de la Gaza. Ils ne sont pas obligés d'être appelés par les opérateurs économiques. Parce qu'une mission commandée, organisée,
n'est plus une mission d'inspection. Donc c'est un arrangement. Les missions en réalité doivent être inopinées. Bon, il y a des opérateurs de communique de bonne foi qui peuvent dire, bon, j'ai des produits, je doute un peu de la qualité, venez. Mais le plus souvent à la Gaza, c'est des arrangements qui se font entre des opérateurs économiques et certains inspecteurs et certains directeurs, surtout les directeurs. Ils sont complices. Voyez-vous, une mission comme celle-là qui a fait autant de bruit, où les populations ont applaudi, certaines autorités ont soutenu. Mais le directeur de la police phytosanitaire, qui était censé même normalement diligenter cette mission-là, fait une demande. Donc, il rédige une demande d'explication aux agents contrôleurs qui ont été accompagnés par le directeur général. Il dit, sans son avis, pourquoi vous avez accompagné, en un français simple, pourquoi vous avez accompagné le directeur général à cette mission-là? Donc il dénie l'autorité du directeur général adjoint. C'est exact, mais elle est là, la demande d'explication est là devant moi. Pourquoi? Parce qu'il était instruit par son directeur général, depuis la France et jusqu'à son retour. Un directeur des inspections phytosanitaires, plutôt que de saluer la bravoure de ses agents, lui, il s'insurge du fait que le directeur général adjoint est accompagné des contrôleurs, dont des OPJ, à une mission qui vise à sécuriser la santé populaire. Ça l'a remonté et il fait une demande d'explication à ces agents-là. Donc, non seulement il désavoue son directeur général adjoint, mais en même temps, il condamne l'action menée par ces OPJ-là. Mais quelle est la suite de ce courrier qui a été signé par le directeur phytosanitaire? Est-ce que ces agents qui avaient accompagné le directeur général adjoint Oscar Salibi Mapango sur le terrain en cours de quelconque sanction? Après investigation, on aurait appris qu'au sein de la Gaza, on souhaiterait les mettre à la disposition du ministère de l'Agriculture. C'est bien ça? Mais ils ne pourront pas... D'abord, c'est pourquoi j'ai dit que les gens qu'on nous nommons aujourd'hui, là, je ne sais pas s'ils arrivent à lire les textes qui régissent le fonctionnement des administrations publiques. Ces agents ont été mis à disposition de la Gaza par arrêté ministériel. Il n'y a qu'un autre arrêté ministériel qui peut les enlever de la Gaza pour l'administration centrale. Ce n'est pas un directeur qui va décider, même s'il écrit 100 000 fois au ministre. Tant qu'il n'y a pas un arrêté qui les ramène là-bas, ils vont travailler là-bas. Mais pourquoi ce comportement revanchard? Pourquoi avoir autant de haine sur des compatriotes qui n'ont fait que leur travail? Qu'est-ce qu'on cache derrière ça? C'est pourquoi j'ai dit, moi je soupçonne le fait de manifester cette colère-là. Donc, le directeur de la police phytosanitaire, avec son complice mafieux, le directeur sanitaire halieutique, qui en veulent à ces agents-là, qui ont reçu l'ordre de leur directeur général. Ça veut dire que derrière ça, peut-être, je le répète encore, qu'il y a sûrement des rapports incestueux entre eux et ces opérateurs économiques-là. On est obligé de penser comme ça. Il y a d'autres faits qui nous paraissent être troublants dans cette situation, évidemment, puisque les entités ou les structures qui fabriquent ces eaux, qui les commercialisent, qui ont été enfermées parce qu'après analyse des eaux, ces eaux sont impropres à la consommation, ça veut dire que ces entités ont quand même des agréments. Alors il semblerait qu'il y ait une forme d'opacité, pour ne pas employer le terme mafia, une forme d'opacité qui règne autour du secteur de l'eau en sachet. Il y aurait des opérateurs que les inspecteurs et contrôleurs de la Gaza, avec la complicité de certains directeurs techniques, géreraient sous le coude sans pourtant délivrer des agréments sanitaires justes. Moi, c'est pourquoi je voudrais que le coup de filet que les services spéciaux vient de faire à l'endroit des trafiquants de stupéfiants là, tout récemment, je suis à la télévision, qu'ils aillent un peu faire un tour à la Gaza. Ils vont découvrir une supercherie de rare nature à l'ère de la Ve République. Il va découvrir. Mais vous dites, les agréments sont signés de qui? C'est le directeur général de la Gaza qui signe les agréments. C'est là. Vous appelez ça comment? La société qui a été scellée temporairement, hein, je dis bien temporairement, parce que c'est le procureur de la République qui a le pouvoir de définitivement fermer une entreprise qui excelle dans l'illégalité. Donc temporairement. Mais qui signe? Voilà l'agrément sanitaire de ce monsieur-là. C'est signé par le directeur général de la Gaza. Le monsieur, l'entreprise qui fait, ou je ne sais pas, une société qui fait autant de bruit, c'est signé du directeur général de la Gaza. Mais quand ce directeur général de la Gaza
décide de sanctionner des agents à travers son directeur de la police sanitaire, quel est l'objectif? Est-ce que ce n'est pas pour protéger ces gens-là? Alors, je me pose des questions. Donc, il semblerait qu'il y ait des opérateurs économiques qui ont un agrément, quand d'autres travaillent dans l'ombre sans agrément. Mais certainement, moi je peux appeler ça soit des filières, soit des sous-filières, je ne sais pas trop comment on peut les appeler, mais ce qui est sûr, c'est que ce qui concerne l'action qui a été menée, cette action consistait tout simplement à prévenir des risques et des dangers en matière de santé publique. Jusqu'à présent, je me pose la question, quel est le motif réel de cette colère et de ces actes revanchards à l'endroit de cet acte posé pour le bien-être des populations? Je n'ai toujours pas eu de réponse jusqu'à présent. Alors, il y a quelques jours, le directeur général de l'Agence gabonaise pour la sécurité alimentaire, Jean-Delors Bintougou, était devant les médias, la presse nationale et internationale, afin de pouvoir décliner sa vision en ce qui concerne le management de cette agence publique, une vision qui repose sur 3 principaux axes. Premier axe, la surveillance renforcée des denrées alimentaires. Le deuxième axe, la modernisation des outils d'analyse. Et le troisième, la responsabilisation des acteurs de la chaîne alimentaire. Alors, commençons par le premier axe, en ce qui concerne la surveillance renforcée des denrées alimentaires. L'Agence gabonaise de la sécurité alimentaire a-t-elle aujourd'hui les outils qui lui permettent ou le cadre qui lui permet de pouvoir mener cette première mission sur le terrain de façon efficace? Le premier moyen, il est d'abord lié aux ressources humaines. Avant les moyens financiers, il y a les ressources humaines, qui est le principal acteur de ces missions-là. Après vient les moyens financiers. Mais les ressources humaines, ce n'est pas moi qui le dis, lui-même il a dit qu'en réalité, les vrais techniciens ne sont que 60. Le reste, là, c'est ceux qu'ils ont pris dans les villages, quartiers et autres. Ça, c'est lui, hein, ce n'est pas moi qui le dis. Avec 60. Vous espérez, Ange, qu'on peut couvrir le territoire national? Mais tout ce qui se passe aujourd'hui, je me pose la question. Comment justement expliquer ce déficit? C'est quoi le problème? Est-ce qu'il manque des Gabonais formés? Est-ce qu'il manque des Gabonais qui ont le profil adapté pour pouvoir justement mener ce type de mission au sein de la Gaza? Nous avons au sein du ministère de l'Agriculture, vous comprenez, près de 900 agents, techniciens, de contrôleurs, ingénieurs techniques, ingénieurs agronomes et vétérinaires. Près de 900. Là, j'ai déjà exclu le personnel administratif et autres. Donc, ces gens-là, pour la plupart, c'est des assermentés. Parce que ces missions de contrôle, c'était d'abord des missions évoluées au ministère de l'Agriculture. Et si vous vous souvenez bien, je pense que les Gabonais ne se sont jamais plaints comme ils se plaignent aujourd'hui lorsque le ministère de l'Agriculture lui-même exécutait ses missions. Les gens sont venus créer les agences pour concentrer les finances et s'enrichir. Donc, alors, concentrer les finances, sous ceux qui avaient mené cette opération estimaient qu'il y avait une forme de lourdeur au sein de l'administration publique, notamment en ce qui concerne les procédures, que parfois même l'aspect technique faisait défaut pour justifier justement la création de ces nombreuses agences entre 2009 et 2018. Non, c'était ironique. Ça, c'est des réponses ironiques. C'est des arguments ironiques. Ils savaient bien que c'était pour concentrer justement les recettes ici de ces activités-là pour s'enrichir. C'était fait à dessein la création des agences. On a essayé avec l'ANGT. Nous connaissons tous les résultats. On a essayé avec plusieurs agences. Nous connaissons tous les résultats. La Gaza en est un exemple vivant, encore vivant. Donc, moi, je me dis tout simplement que comment l'État peut accepter de permettre à ce qu'une agence qui n'a pas la main-d'œuvre puisse exécuter ces missions-là sur tout le territoire national. Encore que lorsque le directeur général lui-même vient dire qu'ils ne sont qu'à 60, sur près de 900, M. Ange, sur près de 900 fonctionnaires. Nous ne le faisons pas. On a déjà eu affaire à ce genre de situation où les contractuels viennent en appui aux fonctionnaires pour ces missions-là. Et nous ne serons pas la seule administration au Gabon où les contractuels exercent ce genre de mission en appui aux agents publics. Ça se fait. Même au CEDOC, j'en ai pris l'exemple. Nous avons le personnel fonctionnaire, donc les militaires, on a aussi des contractuels. Ça se fait. Mais ce qui ne peut pas se faire, c'est que le plus grand nombre soit exclu
de ces missions qui consistent à garantir la sécurité publique des Gabonais pour seulement 60. Alors, sur un plan pratique, la Gaza est une agence publique placée sous la tutelle du ministère de l'Agriculture. Oui. N'existe-t-il pas des passerelles justement qui peuvent permettre au ministère de l'Agriculture d'appuyer ces missions de surveillance de la Gaza sur le terrain? Est-ce qu'il n'y a pas une forme est-ce que c'est pas possible qu'il y ait une forme de collaboration à ce niveau-là? Dans ce cas de figure, il faut un redéploiement des agents pour appuyer les missions. Donc pour accompagner l'agence, il faut un redéploiement. Et en grand nombre. Madame Bongo, quand elle était là, avait commencé à progressivement ramener les fonctionnaires pour renforcer les effectifs. Bon, depuis qu'elle est partie, ceux qui sont arrivés après se sont dit, c'est plus la peine de prendre les fonctionnaires, on va encore recruter dans les villages et dans les partis politiques et associations pour... des gens qui n'ont pas le profil adapté. Mais pour la plupart, oui. Donc, c'est ça le déficit. Quand lui dit qu'il va commencer, il va le faire comment? Je vous ai dit, sur le plan main-d'œuvre, il ne peut pas. Ce n'est pas possible. Maintenant, financier, ils sont venus trouver une agence non endettée. Et là, je vous dis ce qu'il dit lui-même. L'agence est endettée aujourd'hui à près d'1 milliard, donc 900 et quelques millions. Mais quand il était président du conseil d'administration, le premier acte qu'il a eu à poser, c'est l'augmentation de la masse salariale. Il est quitté de 2,9 millions à près de 7 millions. J'aurais dit 6 millions. Il a augmenté, les directeurs sont quittés pour certains à 1 million et quelques, à 3 millions. Donc il a doublé la masse salariale. Mais lorsqu'on double la masse salariale, il faut avoir des prévisions. Il comptait sur quoi pour supporter cette masse salariale? Il a explosé la masse salariale expressément. Au lieu même de se compter déjà de cette erreur-là qu'il aurait dû corriger, il va encore recruter la main-d'œuvre extérieure. La Gaza jouit d'une autonomie de gestion, c'est-à-dire financière, oui. Voilà, une autonomie financière. Elle a la responsabilité de pouvoir trouver des niches aussi à travers ces différentes activités où elle ne compte que sur les subventions de l'État. Mais la subvention a été suspendue et l'État a eu raison de suspendre, de supprimer la subvention. Bon, elle a des activités génératrices de fonds. Donc, c'est pourquoi elle jouit de cette autonomie de gestion financière. Ses prédécesseurs, j'insiste sur ça, les prédécesseurs ont fait comment pour faire fonctionner l'agence, pour même investir. Je vous ai parlé, peut-être vous n'avez pas suivi, j'ai parlé de l'investissement du pont du quai des Bourreaux. Le laboratoire. Ça a été fait avec l'argent, donc le financement de la Gaza. Ça, c'est un investissement. Et là, je parle d'investissement, mais il y a aussi le fonctionnement. D'accord, on va revenir sur le premier point, sur le premier axe de sa vision pour relancer pleinement l'Agence gabonaise de la sécurité alimentaire. Donc le premier axe consacré à la surveillance renforcée des denrées alimentaires. Il fait le lien, il se donne d'ailleurs une période, il dit d'ici 2027, il va lancer l'opération zéro pénétration de produits impropres à la consommation au Gabon sur le territoire, et il estime que ça implique l'intensification des contrôles au niveau des frontières. Est-ce que c'est une simple vue de l'esprit pour vous? Bon, ça ressemble à une masturbation mentale, parce que même vous qui êtes là, Ange, lorsque vous quittez de l'entrée de votre bâtiment pour arriver à votre plateau, vous pouvez glisser. Il peut y avoir un incident qui se produit avant que vous ne commenciez l'émission et qui pourrait même empêcher que cette émission n'ait lieu. Mais enfin, quel est le risque zéro existe dans quel pays au monde? Même les États-Unis, même les grandes puissances du monde, le risque zéro existe où? Lorsqu'il promet au gouvernement d'atteindre cet objectif-là. Le risque zéro existe. D'accord. Il parle de renforcer les contrôles aux frontières. Est-ce que c'est possible à ce niveau-là? Est-ce qu'il faut la collaboration, évidemment, d'autres entités techniques, notamment d'autres ministères, comme le ministère de l'Intérieur ou de la Défense nationale, le ministère de l'Économie, à travers ces antennes de la douane, par exemple? Mais je vous ai dit, avant d'en arriver là, il faut d'abord la main-d'œuvre.
Il lui faut des finances. Il trouve ça où? La main-d'œuvre, il trouve où? Les finances, il trouve où? Lui-même, il vous a dit qu'il est endetté à près d'1 milliard. C'est pourquoi il sollicite de l'État gabonais 3 milliards et quelques. Il trouve ça d'abord où? C'est pourquoi j'ai dit que moi, je ne comprends pas. Il s'agit quand même là d'un docteur qui a quand même un niveau d'étude qui lui permet d'être clairvoyant et averti. Mais quand il vient présenter ce plan d'action-là, il s'appuie sur quoi? Moi, c'est la question que je pose. Et avant de demander à l'État gabonais, il faut d'abord rendre compte à l'État gabonais de la gestion antérieure. Qu'est-ce qui vous amène à une dette de 1 milliard? Qu'est-ce qui vous amène à une dette de 1 milliard? À peine arrivé à l'Agence gabonaise de sécurité alimentaire, il a épuisé toute la rubrique mission. Plus de 40 millions seulement en 3 mois. Ça s'explique comment? Quelqu'un a peine nommé près de 40 millions en 3 mois de mission. Est-ce qu'il y a, à partir de l'exemple, bien du point que vous êtes en train d'évoquer, une forme de mauvaise appréciation finalement des priorités du directeur général en termes de management de l'Agence gabonaise de la sécurité alimentaire? Parce que dans le deuxième point le deuxième axe de sa vision pour relancer la Gaza, le deuxième axe est consacré à la modernisation des outils d'analyse. Alors, il n'y en a pas. La seule agence dont dispose la Gaza n'a pas d'outils adaptés. La Gaza est obligée de recourir notamment au laboratoire de la Direction générale de la concurrence et de la consommation et de la répression des fraudes, je pense, pour pouvoir analyser les différents échantillons des produits saisis par la Gaza. Est-ce qu'il y a un problème à ce niveau-là, des priorités? Il y a un problème de priorité. Je pense que les priorités du directeur général adjoint ne vont pas dans le sens de faire vivre l'agence, ne vont pas dans le sens d'obéir aux instructions que lui ont conféré l'État, donné. Donc les objectifs sont ailleurs. Moi je pense qu'il y a comme un sentiment d'un enrichissement est-ce que c'est le terme rapide? C'est comme si la mission était de venir rapidement s'enrichir, de partir. Et la modernisation des outils de l'Agence gabonaise de la sécurité alimentaire, ça passe par quoi? C'est juste renforcer les équipements techniques du laboratoire? Oui, ça passe aussi par là, obligatoirement, parce que le fait de... Mais le laboratoire, il a été construit par les fonds issus de l'Agence gabonaise de sécurité alimentaire. Qu'est-ce qu'il fallait faire du laboratoire? Tout simplement, en fait, poursuivre définitivement l'investissement. Donc je crois qu'à ce stade-là, il n'y aurait pas eu à dépenser suffisamment d'argent. Tout était mis en œuvre pour que le laboratoire soit fonctionnel dans les mois qui suivaient sa mise à disposition. Mais aujourd'hui, il ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que tout simplement, les finances qui étaient allouées à ce laboratoire pour son fonctionnement n'ont pas été orientées sur ce projet-là. On a aussi le quai de Boro, pareil, qui est en arrêt là-bas. Donc, on va dire, vous avez par exemple 40 millions, comme je venais de le dire, de missions. Mais moi, j'ai vu les anciens DG qui ont été à l'Agence gabonaise de sécurité alimentaire, beaucoup. Certains n'ont pas fait plus de 5 missions à l'extérieur du pays. Mais allez compter, on est à plus de 5, plus de 10 missions en quelques mois. Donc, ces missions-là, c'est de l'argent qui part. Vous voyez bien que quand vous parlez de priorités, les priorités sont ailleurs. On n'est pas obligé de faire des missions à l'extérieur du pays, soi-disant, on va solliciter les appuis des partenaires ou des coopérants. Non. Si la priorité est d'abord au niveau du Gabon, faisons d'abord fonctionner au niveau du Gabon avant de solliciter les appuis extérieurs. Mais si déjà vous-même au Gabon, vous n'avez pas à faire fonctionner l'affaire, mais les partenaires extérieurs vont agir comment? Qu'est-ce qui explique la cessation des activités selon les informations que vous avez du quai des Boro? Est-ce que c'est un problème technique? Non, c'est un problème d'absence de personnel? C'est un investissement qui a abouti à son terme sur le plan infrastructurel. Maintenant, il fallait sur le plan technique. Et là, ça nécessitait aussi des moyens.
Mais les moyens qui ont été laissés, les 300 millions que son prédécesseur a laissés, quand la dame est partie, les 300 millions, qu'a-t-on fait de ces 300 millions-là? C'est ce qu'on veut aussi savoir, les 300 millions. On a fait quoi de ces 300 millions-là? D'accord. Alors, le troisième axe, c'est l'axe consacré à la responsabilisation des acteurs de la chaîne alimentaire. La responsabilisation des acteurs de la chaîne alimentaire. Est-ce qu'il y a un problème d'éthique qui se pose par rapport justement à ce troisième axe en ce qui concerne la responsabilisation des acteurs de la chaîne alimentaire, sachant qu'il y a comme une forme de collusion, qu'on soupçonnerait certaines entités au niveau de la Gaza d'avoir une collaboration peut-être malsaine avec certains opérateurs économiques, notamment en ce qui concerne la délivrance des agréments techniques. Comment espérer qu'il y ait une responsabilisation de ces acteurs, de ces opérateurs économiques, s'il y a cette forme de lien sulfureux qui existerait entre cette agence et certains opérateurs économiques? Ange, lorsque un opérateur économique vous invite à une mission de contrôle dans sa structure, il prend en charge la mission jusqu'à l'hébergement. Est-ce qu'on est encore objectif à ce stade-là? On n'est plus objectif. Donc il y a un problème d'éthique. Il y a un problème d'éthique. Et de déontologie. Un. De deux, lorsqu'on se limite à aller observer les manquements dans les grandes surfaces, donc Mbolo, prix import, comment est-ce que vous appelez les grandes surfaces, vous comprenez bien, c'est cadeaux géants et autres, et qu'on se passe des commerces de proximité, ce qu'on appelle régulièrement les Libanais, les Mauritaniens, les Aouissa, tout ce monde-là, qui est en réalité la partie la plus importante de la chaîne alimentaire. Parce que les commerces de proximité, ce sont ces commerces-là qui nourrissent le plus grand nombre de Gabonais. Les grandes surfaces, c'est pour des personnes d'une certaine classe qui résident dans des endroits quand même assez restreints. Mais la grande population est nourrie à travers ces commerces de proximité-là. L'agence n'exécute plus ses missions là-bas parce qu'elle pense que le gros lot se trouve, le gros lot. Parce que justement, quand vous parlez de, j'aime bien employer ce terme-là, des rapports incestueux entre les opérateurs économiques et ces contrôleurs-là, c'est là-bas le gros lot. Donc, on n'a pas besoin d'aller contrôler là-bas, viennent que pourra, ceux qui vont vivre, ils vivront, ceux qui mourront, ben, tant mieux. Mais nous, on sait que là-bas, ça paye. Donc, à partir de ce moment, la responsabilisation de ces acteurs est une simple vue de l'esprit, c'est un vœu pieux. C'est une vue d'esprit. Il n'y a rien de clair et il n'y a rien de bon. Et il n'y a rien de vrai. Ce que moi, je pense qu'il faut faire, c'est que ça, c'est la responsabilité des plus hautes autorités. Je pense que la Gaza a un vrai problème. Et le vrai problème, déjà, comme on le dit toujours, c'est la tête. Je ne connais pas M. Delors, je l'ai connu à travers la télévision. Je ne l'ai jamais vu, je le vois à la télévision. Je n'ai rien contre lui, mais je pense qu'il a un problème de management. Il n'est pas à la hauteur de cette fonction-là. Il peut être utile ailleurs. Je n'ai pas dit qu'il n'est bon en rien. Il peut être utile ailleurs. Bon, mais à la Gaza, c'est trop lourd. Est-ce que vous pensez, puisque bon, vous êtes en train de parler depuis des profils ou du profil adapté pour pouvoir mener à bien les missions assignées à l'Agence gabonaise de la sécurité alimentaire. Bon, lui, c'est un manager et on n'a pas forcément besoin d'être un technicien pour pouvoir manager ce type d'entité publique. Je vous ai parlé de problème de management. Ce n'est pas un bon manager. Premièrement, vous avez, et je ne vous l'apprends pas, déjà, le fait d'avoir exposé son collaborateur comme il a fait, le fait d'avoir signé cette note d'intérim où un agent devient intérimaire, donc qui devient directeur général par intérim, il donne des instructions à un directeur général, à des conseillers, à des directeurs, à des chefs de service, aux chargés d'études. Ça, de l'histoire de ce pays-là, je ne l'ai jamais entendu quelque part. L'histoire du Gabon, peut-être ceux qui sont nés avant moi, mais de ma naissance à aujourd'hui, je n'ai jamais entendu ça. Je n'ai jamais vu ça. C'est trop grave. C'est une défiance totale à l'endroit de l'autorité de l'État. Bon, c'est des exemples qui prouvent qu'il n'a pas la capacité à gérer une administration. Je dis même une administration, pas seulement la Gaza. Ce n'est pas possible. Il peut être utile ailleurs. Mais si c'est gérer une administration, ce monsieur,
que je ne connais personnellement pas, qui s'est plaint que lorsque les Gabonais l'ont réprimandé en disant qu'il n'avait pas le droit de menacer son directeur général suite à cette mission, qu'elle est dans le sens de sécuriser la santé publique. Bon, il dit à partir d'aujourd'hui, il doit se faire appeler l'ennemi public. Qu'est-ce que l'ennemi public a à y voir avec une appréciation populaire? Mais ce que je veux dire à l'ennemi public, c'est que l'ennemi public ignore qu'au-delà de ce qu'il peut être, au-delà des rapports qu'il peut avoir avec les plus hautes autorités du pays, mais ce sont les lois qui nous gouvernent. Il doit avoir ça à l'esprit, les lois qui nous gouvernent. Et ces lois qui nous gouvernent nous imposent une certaine tenue et un certain respect des institutions. Cette note d'intérim vient de prouver à suffisance que ce monsieur n'a aucun respect pour les institutions, aucun respect pour les lois qui nous gouvernent. C'est grave au point où moi, si j'aurais été ministre, je l'aurais suspendu de ses fonctions. Alors, comment on peut expliquer cette espèce d'atonie, de silence? Certains le qualifient comme une forme de silence coupable de la part du SYNATA, le syndicat justement de cette agence publique, par rapport à ce que certains considèrent comme étant des véritables dysfonctionnements dans le management de la Gaza. Non, le SYNATA n'est pas un syndicat. Je vous laisse, c'est une association d'hommes ambitieux. C'est un syndicat déjà qui n'est légalement pas reconnu, qui ne jouit d'aucun récipicié. Donc il n'est légalement pas constitué. Casa de Seine, c'est un syndicat en voie de légalisation. Mais dans le fond, ce n'est pas un syndicat, c'est une association d'opportunistes. Donc c'est une association d'ambitieux. Ils ont fait du bruit pendant longtemps parce qu'ils ont voulu occuper les fonctions qu'ils occupent aujourd'hui. Monsieur Malékou le Riche, c'était un syndicaliste du SYNATA. Il est où aujourd'hui? Il est directeur sanitaire halieutique. Il parle encore, il se plaint? Il ne parle plus. S'il était syndicaliste, cette note-là, il serait le premier à la brandir. Il ne parle plus. Monsieur Otoro Bertoni, il était syndicaliste du SYNATA. Vous savez ce qu'il est aujourd'hui? Directeur de la police phytosanitaire. Voici des syndicalistes qui ont fait du chantage, qui ont fait du bruit pour enlever certains responsables de l'administration pour occuper ces fonctions-là aujourd'hui. Et ils les ont occupés. C'est le ministre Inyumba qui les a nommés là. Et je sais pourquoi on les a nommés là. Ce n'est pas le lieu de le révéler ici, mais je sais pourquoi ils ont été nommés par le ministre Inyumba. Ils n'ont pas été nommés pour leurs compétences, justement, non? Mais je ne pense pas. Pour être directeur d'une administration publique, il faut avoir été pendant au moins 5 ou 10 ans chef de service. Et pour certains d'entre eux, ils ne sont pas. Mais la dame qu'on vient d'assurer l'intérim là, ça ce sont les tentacules du SYNATA. Et c'est eux qui ont soutenu, qui entretiennent des combinaisons et des rapports mafieux avec le directeur actuel. Cette dame-là, elle est stagiaire. J'apprends que c'est elle qui va devenir directeur de la région de la Gaza. Tant mieux. Mais il faudrait qu'elle aille lire aussi la loi 1-2005. Elle est stagiaire, elle vient d'être intégrée à la fonction publique. Elle ne peut pas être directeur, même pas chef de service. Il lui faudra d'abord servir pendant 5 ans au ministère avant d'espérer obtenir ou bien jouir d'une nomination en qualité de chef de service ou directeur. Mais ça, c'est dit déjà dans les couloirs que c'est elle qui deviendra directeur général adjoint. Mais elle est stagiaire. Mais pourquoi vous accordez du crédit à... Ça, c'est de la commune renommée. Mais monsieur, avant que ces deux que je viens de vous citer, ces deux anciens syndicalistes qui sont directeurs aujourd'hui, avant qu'ils ne soient directeurs, mais ça se disait aussi dans les couloirs, l'autre disait je serai directeur de ceci, l'autre disait je serai directeur de cela, ils ont été nommés directeurs. Donc ce n'est pas des rumeurs à prendre à la légère. Mais moi j'attire déjà l'attention que cette dame-là, Clara, ne peut pas être chef de service nommée en conseil des ministres parce qu'elle est stagiaire, elle est nouvellement intégrée. Donc elle a ses classes à faire d'abord au ministère de l'Agriculture avant de songer à occuper un poste de chef de service ou directeur général. Donc c'est l'heure. On va terminer par ce dernier point. On est donc en 2025, le 17 juin je pense, si je ne me trompe pas. Le président de la République a été élu, on l'a rappelé en début d'émission, avec 94,85% le 12 avril dernier. Un plébiscite élu par les Gabonais. Il veut incarner une nouvelle espérance, un nouvel espoir, remettre véritablement le Gabon en ordre de marche afin de pouvoir sortir des sentiers battus et véritablement mettre le Gabon sur la voie du développement. Est-ce que toutes ces pratiques
toutes ces déviations, tous ces dysfonctionnements observés, notamment sur le cas de l'Agence gabonaise de la sécurité alimentaire, toutes ces combines de derrière la boutique observées, ce spectacle offert aujourd'hui sur la place publique ne prouve-t-il pas que l'un des chantiers les plus importants de la Ve République, c'est véritablement le changement de mentalité des Gabonais? Bon, je ne suis pas dans l'esprit du chef de l'État, je ne le fréquente pas, je ne suis pas son collaborateur, mais pour lire entre les lignes et les actions qu'il mène, j'avoue que le dernier conseil des ministres qui viennent de se tenir récemment, lorsque je regarde la configuration de nos dénominations, je pense que beaucoup de critères ont été pris en compte. Et là, il y a quand même une lueur d'espoir. Je pense que dorénavant, je dis bien à travers les derniers conseils des ministres que j'ai eu l'occasion de lire, parce que je lis tous les conseils des ministres, je pense que les critères ont été pris en compte. Et je suis sûr que dorénavant, il tiendra compte de ça. Parce que je vous réponds directement que si il a du courage, je sais qu'il a du courage, mais il lui faudra encore beaucoup plus de courage. Et qu'il ne cède surtout pas au chantage. L'élection est derrière nous. La politique, c'est terminé. Il faut maintenant refonder l'État. Il faut refonder l'État dans tout son sens. Et cela passe par une administration forte, dynamique et objective. Cela ne devrait pas faire l'objet de compromissions ou de tout genre d'influence. Si on veut sauver ce pays, il faudrait d'abord passer par restaurer notre administration, parce qu'elle souffre, elle agonise. Et à travers la Gaza, nous voyons bien que notre administration agonise, parce qu'on a à sa tête quelqu'un qui n'a pas sa place à la Gaza. Sirlin Kumba Mbaessian, je vous remercie d'avoir accepté l'invitation pour prendre part à ce numéro de l'émission Le Métronome. Je rappelle que vous êtes donc président du syndicat national des personnels de l'agriculture. On aura le plaisir de vous retrouver une autre fois pour continuer à décrypter l'actualité qui prévaut dans notre pays, au Gabon notamment, dans le secteur de l'agriculture. Merci beaucoup d'être passé sur Télé Africa. Ainsi se referme cette émission. Merci de l'avoir regardé et bonne suite des programmes sur Télé Africa.